secret professionnel est extrêmement fort, mais un secret professionnel dont il va falloir maintenant préciser le domaine. Donc je me tourne vers Maître Mathieu Boissavy qui va donc nous préciser quel est le domaine de ce secret. Nous vous écoutons. Merci. Merci Madame la professeure. Je tiens également à remercier les organisateurs de ce très beau colloque, Madame Pauline Lemonnier de Gouville et Monsieur le professeur Jean-Baptiste Perrier, qui, nous l'avons dit tout à l'heure, ont un sens de l'anticipation qui confine à la voyance. Parce que, mes chers amis, la date du 15 octobre, elle a été fixée dès le mois de mai dernier. Et nous savons aujourd'hui que c'est à quelques jours de la réunion de la commission mixte paritaire qui va décider du sort du secret professionnel de l'avocat pour les années à venir, si ce n'est les siècles, en tout cas les années à venir. Alors, bravo. Vous avez rappelé, Madame, fort justement, ainsi que Monsieur le vice-bâtonnier Basile Adair a rappelé également les mots, les très beaux mots du professeur Émile Garçon sur le confident nécessaire qu'est l'avocat pour son client. Je voudrais, moi, citer, et cette citation me vient d'une lecture d'un article de mon confrère Thomas Baudesson qu'il a rédigé avec notre confrère Peter Rusher sur la comparaison entre le legal privilege et le secret professionnel. Je voudrais citer un autre mot de justice, un arrêt de la Chambre des Lords de 2003 qui justifie le legal privilege comme un corollaire nécessaire au droit de chaque personne d'obtenir des conseils juridiques provenant de personnes qualifiées. Un tel conseil ne peut être obtenu de façon efficace à moins que le client soumette tous les faits à son conseil sans avoir peur qu'il puisse être ultérieurement divulgué et utilisé à son encontre. Voilà une manifestation expresse du droit à s'opposer à la divulgation des confidences faites entre un avocat et son client, divulguées à son encontre. Alors nous l'avons dit aussi, je le répète, l'avocat est respectueux du droit et de la déontologie. Et à ce titre, il est tout à fait légitime qu'il soit le deuxième ouvrier de l'œuvre de la loi, si je puis dire, après le législateur et avant le juge. Il dit le droit. Et il dit à son client ce qu'il convient de faire pour respecter le droit. Il est utile de rappeler cette évidence, car trop souvent, l'une des raisons, inavouée bien entendu, à l'absence de reconnaissance du secret professionnel de l'avocat, c'est la croyance que l'avocat serait le complice par nature de l'auteur de l'infraction. Mais comme le disait Monsieur le bâtonnier Basile Adair dans une tribune récente, Basile, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, le secret professionnel de l'avocat n'a jamais été une immunité. Et bien évidemment que lorsque l'avocat ne remplit pas cette mission, bien évidemment qu'il peut être poursuivi comme auteur ou complice d'une infraction. Alors nous l'avons vu aussi, et ça c'est les promets avant d'aborder mon sujet, le secret professionnel de l'avocat a deux facettes. C'est une obligation, vous en avez très bien parlé, mais c'est aussi un droit à s'opposer ou à contester la divulgation et la saisie des documents, des confidences faites entre l'avocat et son client, ou des documents couverts par ce secret. Or, l'étendue de ce droit dépend du domaine dans lequel l'avocat accomplit sa mission. Car une certaine jurisprudence fait la distinction entre les activités de conseil qui ne bénéficieraient pas de l'opposabilité du secret professionnel et l'activité de défense
qui, elle, bénéficierait du droit à s'opposer à la divulgation des confidences faites entre un avocat et son client ou des consultations juridiques, divulgation aux autorités d'enquête et de poursuite. C'est ça dont on parle. Est-ce que cette distinction entre le conseil et la défense est pertinente? Pour les avocats, non. Le secret professionnel est indivisible. Et je voudrais essayer de vous démontrer pourquoi. En regardant la pratique, ce qui se passe dans nos cabinets. En bref, lorsque nous sommes consultés, nous sommes confrontés à deux types de situations. La première, le client vient nous voir et nous expose une situation passée, des faits antérieurs à la consultation. Les faits sont passés, ils sont figés. Et je dirais même que la situation juridique est figée également. On peut avoir un débat sur la qualification à donner à ces faits, mais la situation est antérieure à la consultation. Et dans ces cas-là, qu'il y ait ou non une procédure, que le client envisage ou non d'engager une procédure ou soit menacé d'une procédure, les confidences qu'il nous fait et les conseils que nous lui donnons doivent être absolument protégés de toute divulgation, de toute saisie, et notamment de la part des autorités d'enquête et de poursuite. Car dans ce cas, c'est le conseil qui prépare la défense et l'exercice des droits de la défense. Et je voudrais citer là, ce sera mon hommage à l'université aujourd'hui, une très belle thèse de Yannick Capdedon, essai d'une théorie générale des droits de la défense, qui cite Motulski. Pour Henri Motulski, le sens des droits de la défense ne peut être correctement cerné qu'en se détachant de la conception pénaliste du concept. Loin de ne faire référence qu'au défendeur à l'instance, homologue du prévenu, les droits de la défense renvoient plus généralement à l'idée de défense des intérêts de chacune des parties. Mais la défense de ces intérêts, elle se prépare avant que notre client devienne partie. Parfois, la procédure est déjà lancée, je vous le concède, mais lorsque ce n'est pas le cas, le conseil, à ce moment-là, prépare la défense et l'exercice des droits de la défense qui vont se déployer au cours de la procédure, que l'on soit en demande ou en défense d'ailleurs. Encore une fois, il faut se détacher du concept pénaliste des droits de la défense. Si bien que, vous le voyez, le conseil est consubstantiel à la défense. Deuxième situation. Le client vient nous voir et nous expose un projet, une action qu'il souhaite réaliser dans l'avenir. Ce peut être un projet de mariage. Ce peut être pour préparer sa succession. Et ce peut être aussi un projet de rédaction des statuts d'une société ou de rédaction de contrats entre des sociétés en France et à l'étranger, sociétés appartenant à un groupe international, dans lequel il y aura des implications fiscales. Mais vous voyez bien que ce conseil que l'on va donner pour construire l'avenir, pour sécuriser le client juridiquement dans son projet d'avenir, il couvre tous les champs et pas simplement que l'activité fiscale. Eh bien, notre métier d'avocat, c'est effectivement d'apporter cette sécurité juridique, c'est-à-dire de lui dire ce que le droit est et de rédiger des actes conformément au droit en vigueur. Et là encore, le secret s'impose et s'oppose contre toute divulgation à des tiers. Et quelle est la raison à ça? Eh bien, figurez-vous qu'un client, souvent, ne connaît pas le droit. Souvent vient vous voir et vient vous exposer sa situation et ce qu'il veut réaliser. Et parfois, il a des projets qui sont des errements. Parfois même, il expose une situation
dans laquelle nous identifions la commission d'une infraction. Et à ce moment-là, que faisons-nous? Bien évidemment que nous l'invitons à corriger cette situation. Mais il n'empêche qu'il se sera confié à nous, que nous aurons dans ces confidences la preuve qu'effectivement, il y a eu peut-être des errements, peut-être la commission d'une infraction. Et que notre travail à nous, ça va être de le corriger et de mettre les choses en bon ordre. Parce qu'encore une fois, un avocat qui n'est pas complice à hauteur d'une infraction, ce qui est le postulat de base, un avocat est là pour faire respecter le droit. Respecter le droit et faire respecter le droit. Eh bien, là encore, permettre la saisie de ces documents ultérieurement par des autorités d'enquête et de poursuite, j'y vois deux atteintes à des droits fondamentaux. D'abord, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Parce que si l'avocat vient se confier dans mon cabinet, c'est qu'il a l'assurance, en tout cas, il pense que ce qu'il va me dire, que ce soit pour une situation passée ou pour un projet d'avenir, ne pourra jamais être connu de quiconque. S'il se confie que derrière des autorités d'enquête et de poursuite viennent saisir ces confidences, c'est une violation du droit à ne pas s'auto-incriminer protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et j'y vois aussi un deuxième désavantage à cette possibilité de saisie. C'est que si cette saisie est possible, eh bien, à terme, c'est devoir dire au client « Ne me dites rien de votre situation parce que tout ce que vous allez me dire pourra peut-être un jour être saisi. » Et donc, bien sûr, c'est ruiner la mission, l'office de l'avocat. Je précise également que les contrats signés ensuite par les clients, ce sont des actes juridiques qui sortent des cabinets d'avocats et qui, eux, ne sont pas couverts par un secret opposable et que, bien évidemment, ces pièces du dossier, comme on appelle, peuvent être saisies par les autorités d'enquête. Alors, lorsque l'avocat avait une activité, avec pour activité principale l'activité judiciaire, ce qui a été le cas jusqu'à la mi du XXe siècle, la moitié du XXe siècle, eh bien évidemment que l'opposabilité du secret professionnel aux autorités d'enquête et poursuite, elle était limitée, en tout cas le besoin était limité au droit de la défense qui s'exerçait et essentiellement en matière pénale. Et comme je vais tout à l'heure critiquer la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, je voudrais quand même citer quelques extraits de très beaux arrêts de la chambre criminelle, qui datent du XIXe siècle, mais il en existe encore aujourd'hui. Mais ceux-là sont magnifiques parce qu'ils sont très bien rédigés. Et surtout, ils disent exactement ce que devrait être le secret en matière de défense. Il s'agissait, pour un arrêt du 9 septembre 1897, il s'agissait d'une lettre qui avait été adressée par un avocat en détention à un avocat, adressée, oui, par un accusé en détention à un avocat, selon un procédé qui ne respectait pas les règles pénitentiaires. Bon. Donc la règle avait été sortie de prison en infraction. Elle est interceptée, elle est versée au dossier de l'instruction. L'accusé est condamné. La chambre criminelle casse l'arrêt de condamnation au motif que si le juge d'instruction est investi du pouvoir de saisir tout papier jugé utile à la manifestation de la vérité, ce pouvoir trouve une limite dans le principe de la libre défense qui domine la procédure criminelle et qui commande de respecter les communications confidentielles des accusés avec les avocats qu'ils ont choisis ou veulent choisir comme défenseurs. Je vous prie, s'il vous plaît, de retenir ce terme, ou veulent choisir comme défenseurs. C'est-à-dire que nous sommes dans la situation où l'accusé n'est pas encore client de l'avocat. Eh bien, dans ce cas-là, la confidence est sacrée. Et la saisie de cette confidence est une violation des droits de la défense. Alors,
Lorsque, à la moitié du XXe siècle, les avocats ont commencé à investir le champ du conseil, on va dire, le champ du conseil juridique et fiscal, ce qui va aboutir, comme vous le savez, à la loi de fusion des professions conseil juridique et avocat. Eh bien évidemment, il s'est fait ressentir le besoin d'étendre la protection du secret et donc son opposabilité aussi en matière de conseil. Et c'est la raison pour laquelle l'article 66-5 de la loi de 71 n'a pas été voté en 71, mais en 91. Et vous l'avez rappelé, madame, les premiers termes de cette première version. Il y a eu 6 versions de ce texte. 6 versions. La première version, vous l'avez rappelé, était très lapidaire. Les consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre l'avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Ensuite, on est venu préciser le domaine d'application et sur quoi portait le secret. Et on l'a fait pour une raison très précise. Parce que la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a jamais voulu respecter ce texte, ou en tout cas, pardonnez-moi l'expression, a toujours considéré que ce texte ne visait que l'obligation de l'avocat de respecter le secret, mais ne comportait pas un droit d'opposabilité du secret aux autorités d'enquête et d'investigation. Et pourtant, le législateur, il a été très clair. En 1993, il précise à ce texte que vous avez lu, en toute matière, les consultations et les conseils sont couverts par le secret professionnel. Ça ne suffit pas. La chambre criminelle poursuit sa jurisprudence. En 1997, on reprécise, en toute matière avec un S, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat, etc., les correspondances entre l'avocat et ses confrères, et il y a une raison à ça, cher monsieur, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret. Eh bien, malheureusement, et c'est à peu près la version actuelle, la dernière version date de 2011. Malheureusement, la chambre criminelle n'a jamais accepté de dire autre chose que le secret professionnel de l'avocat, les confidences, les consultations, n'est pas opposable dans les activités de conseil, seul lorsque on est dans l'exercice des droits de la défense, il existe cette opposabilité. Mais c'est quoi l'exercice des droits de la défense pour la chambre criminelle? Quand on était dans la jurisprudence que je vous ai indiquée du XIXe siècle, c'était assez confortable, en tout cas assez respectueux des droits de la défense. Depuis les arrêts du 22 mars 2016, c'est autre chose. C'est une conception très restrictive du domaine de la défense. Avec ces arrêts, la défense, c'est quoi? Ça n'existe que si la personne consulte un avocat qu'elle a désigné comme avocat, il existe une procédure pénale, et cette personne a fait l'objet d'une mise en examen, a été placée sous témoin assisté, ou fait l'objet d'une garde à vue. En dehors de ça, il n'y a pas de domaine de la défense. Donc nous sommes dans quoi? Nous sommes dans le domaine du conseil, en dehors de ça. Et c'est la raison pour laquelle, alors je dis tout de suite, cette jurisprudence de la chambre criminelle, elle n'est pas partagée par toute la Cour de cassation, contrairement à ce que j'ai entendu lors de la séance publique au Sénat sur l'amendement dont nous allons parler tout de suite. La chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît l'opposabilité du secret en matière de conseil, y compris dans les contrôles fiscaux. Il en est de même pour le Conseil d'État. Et je ne cite pas là, mais je donnerai un document avec les citations des jurisprudences. Alors, si bien que vous comprenez pourquoi, lorsque Éric Dupond-Moretti a été nommé garde des Sceaux et dans une de ses premières déclarations a indiqué qu'il voulait renforcer le secret professionnel de l'avocat, nous, les avocats, nous avons été enchantés parce qu'on s'est dit « Ah, enfin, on va réagir ». Bon. Mais je vous avoue qu'on a été... jusqu'au vote de la version de l'Assemblée nationale,
on a eu très peur, et on a encore très peur. Pourquoi ? Parce que d'abord, lorsque la commission Mattei s'est réunie, elle a rendu un rapport très instructif, mais ce rapport ne promettait que de la promotion, le renforcement de la protection du secret de la défense, du secret professionnel de la défense. Et d'ailleurs, en page 25 du rapport, c'est intéressant, il est indiqué que la commission n'a pas atteint de consensus sur le degré de protection du secret professionnel, en particulier sur l'étendue du secret à l'activité de conseil, certains estimant couverte par principe par le secret par une lecture des textes, d'autres non par une lecture de la jurisprudence. Bon. Et lorsque le projet de loi est arrivé en première lecture à l'Assemblée nationale, dans sa version initiale, eh bien on ne parlait que de secret professionnel de la défense. Or, le danger de ça, c'est que vous l'avez bien vu par rapport à la jurisprudence du 22 mars 2016 de la Chambre criminelle. Si je ne parle que de secret professionnel de la défense, j'entérine cette jurisprudence. Puisque, en tout cas, je ne permets pas, je n'impose pas à la Chambre criminelle de changer sa jurisprudence, puisque je ne parle pas du Conseil. Donc c'est la raison pour laquelle le CNB notamment et toute la profession d'avocat s'est mobilisée pour faire que dans l'article préliminaire soit indiqué le secret de conseil et de la défense tel que visé par l'article 66-5, parce que c'est une référence précise à ce que couvre le secret professionnel. Mais malheureusement, le Sénat, j'ai l'impression que j'explose tous les temps, non ? Non, ça va ? Ah, pardonnez-moi. Bon, j'arrive très vite. Bon, alors, je vous remercie, Madame le professeur. Et pourtant, pour revenir sur la commission Mattei, c'était pas faute, notamment, il faut lire les annexes, s'il vous plaît, du rapport de la commission Mattei, notamment les notes de notre excellent confrère et vice-bâtonnier élu du barreau de Paris, Vincent Nuret, qui expose de façon magistrale la position des avocats et toutes les références jurisprudentielles, et notamment les décisions, c'est rare de les trouver, en tout cas de façon, là bien sûr elles sont anonymes, des décisions des juges de la liberté et de la détention sur les recours dans le cadre des perquisitions de cabinets d'avocats. Bien, le Sénat malheureusement, a amendé l'article préliminaire, enfin, en indiquant que le secret professionnel du Conseil n'était pas opposable aux mesures d'investigation et d'enquête lorsqu'elles portent sur des infractions de fraude fiscale, trafic d'influence et corruption. Et là, nous avons un problème. Quel est-il ? C'est que cet amendement sénatorial supprime de manière générale le secret professionnel en matière de conseil lorsque nous sommes sur la poursuite des infractions. Mais, mes chers amis, quelle est la conséquence de ça, de cet amendement par rapport, s'il était adopté, avec la jurisprudence de la Chambre criminelle que je vous ai exposée tout à l'heure ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est très simple, et on va prendre un exemple. Imaginez que pour une raison ou une autre, et de manière très injuste, vous soyez susceptible, chacun d'entre vous, d'être mis en cause dans une affaire de corruption, trafic d'influence ou fraude fiscale. Une procédure d'enquête est lancée. Vous n'avez pas encore fait l'objet d'une garde à vue ou été mis en examen, ni placé sous le statut de témoin assisté. Vous allez consulter un avocat sans l'avoir formellement désigné. Eh bien, cet amendement du Sénat, avec la jurisprudence actuelle de la Chambre criminelle, fait que toutes les confidences que vous pourriez faire à cet avocat ou les conseils qu'il pourrait vous donner pourraient être saisis ultérieurement dans le cadre de l'enquête. Voilà les conséquences pratiques de cet amendement sénatorial avec la jurisprudence de la Chambre criminelle. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas supprimer de manière générale le secret professionnel du Conseil, même pour la poursuite de ses légitimes
de ces infractions. Ça ne peut être la seule limitation, c'est celle qui a toujours existé. C'est lorsque l'avocat a participé comme auteur ou complice à l'infraction. À ce moment-là, bien évidemment, que tout peut être saisi. Mais si tel n'est pas le cas, nous, les avocats, et c'est la position exprimée par le Conseil national des barreaux dans sa motion du 17 septembre dernier, nous demandons à ce que ce soit que l'amendement du Sénat soit supprimé. Enfin, pour terminer, car je crois que c'est mon temps est... Non, encore. Bon. Alors, pour terminer, je vais vous dire, Thomas va certainement vous parler des pays de common law. Et je crois que c'est intéressant de regarder ce qui se passe de ce côté-là. Parce que dans ces pays, on n'a pas le problème qu'on connaît en France. Dans ces pays, le legal privilege, ça concerne aussi bien le conseil que la défense. Alors, oui, et c'est la crainte exprimée par les sénateurs et également par les enquêteurs, oui, il est vrai que si nous renforçons la protection du secret en matière de conseil et de défense, comme l'Assemblée nationale l'a rédigé, oui, ce sera certainement des contraintes supplémentaires pour les enquêteurs. Mais de quoi se plaignent les enquêteurs? Les enquêteurs se plaignent d'abord du manque de moyens matériels et des ressources humaines pour faire leurs enquêtes. C'est d'abord ça. Donc nous disons, mais donnons-leur les moyens nécessaires pour réaliser correctement leur travail, et souvent d'ailleurs pour qu'ils ne soient plus en souffrance, comme le nombre de magistrats sont en souffrance, parce qu'on manque de magistrats en France et on manque de moyens pour la justice. Oui, donnons-leur ces moyens, mais ne supprimons pas le secret professionnel de l'avocat parce qu'il y a un manque de moyens. Je terminerai par dire que l'enjeu, il est bien sûr l'état de droit, bien sûr les libertés publiques, il a également des implications économiques. Si nos clients ne peuvent plus avoir confiance en nous, nous avocats, c'est très clairement vers d'autres avocats dans d'autres pays étrangers qu'ils se tourneront. Je vous remercie pour votre attention.